bonjour à tous. Comment faire visiter une cathédrale, c'est-à-dire de toutes les formes d'art, celui qui est le plus monumental? Eh bien, quand on a des publics qui ne voient pas, des publics qui voient mal, je prends le mot public pour corriger tout de suite, on a bien compris que les publics étaient toujours des visiteurs et pour qu'une rencontre de qualité puisse à chaque fois avoir lieu. On a parlé à l'instant de technique. Bruno Cellier rappelait la noblesse de la technique et puis les imperfections ou les mésusages et les mauvais choix qu'on peut en faire. Certains qui attendraient que je donne quelques outils numériques dernière génération qui seraient la panacée pour tous ceux qui sont déficients visuels ou aveugles, ceux-là peuvent partir maintenant parce que je n'en aurai pas. C'est en tant que guide que je suis à mi-temps, en tant qu'enseignant aussi à l'Institut national des jeunes aveugles, que je donnerai plutôt quelques recettes qui, j'espère, ne seront pas des brouets et seront utiles, et quelques ficelles que vous pourrez tirer vous aussi, même si nos visiteurs ne sont pas des marionnettes. Mais après tout, on peut guider avec tact, et c'est même une nécessité, puisqu'on a ce curieux terme de toucher qui peut renvoyer à la fois au vocabulaire sensoriel et au vocabulaire de l'émotion et de la psychologie. Donc voilà, il y aura dans les quelques images que vous allez voir, je m'excuse déjà, ceux qui ne voient pas clair, qui se disent voilà quelqu'un qui va parler, il y en a quelques-uns que je compte, certains amis ici, j'essaierai de décrire les choses pas trop mal, mais c'est utile aussi, ma foi, pour les autres, et j'essaierai d'en faire un bon usage de cette menu technique. Soyez pas surpris, on quittera de temps en temps Notre-Dame de Paris. Je n'en dis pas plus pour déflorer ces quelques vues dont la médiocre qualité est la preuve que c'est moi qui ai pris les photos. Il ne devrait pas y avoir de problème de droit. Donc, des techniques qui peuvent être utiles. Comment aborder, vous voyez déjà sur cette première vue, ce qui constituera l'essentiel de mon propos, une manière de toucher la cathédrale. Alors voilà qui est déjà terriblement impressionnant, combien de guides parmi vous, CASA ou autres, puisqu'on fête les 50 ans de visite CASA à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, ont repoussé l'échéance, pas faute de travail, pas faute de fréquentation à des réunions mensuelles ou autres d'excellents formateurs, ecclésiastiques nous accompagnant, professeurs d'histoire dont on a pu profiter tout à l'heure, du savoir et de la connaissance liturgique et bien d'autres, et qui pourtant hésitent au seuil, c'est le cas de le dire, de Notre-Dame de Paris, impressionné par la cathédrale, impressionné par cette mission à la fois impossible et qu'il s'agit de rendre simple et précise, pour que précisément une visite ait lieu et qui soit peut-être de l'ordre de la rencontre, quand bien même ce ne serait que la rencontre de ces visiteurs qui ne peuvent pas être des masses. On ne rencontre pas une masse, éventuellement on l'oriente, on peut faire un geste et un coup de sifflet, mais faciliter, rendre plus rapide le flux des visiteurs quand ça bouchonne un peu et qu'on voudrait plus rapidement évoluer à l'intérieur de la cathédrale. Alors je vais évoquer le sens de la visite. On verra qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sens interdits et les sens de la visite également. Et je pars du vœu du père Ponsard, donc fondateur de CASA, qui est que les guides permettent cette communion à la beauté du monument, à son sens et à son langage. De quoi parle-t-on quand on a des visiteurs qui sont aveugles et malvoyants et que l'on veut rendre perceptible la beauté? De quelle communion, autrement dit, de quelle mise en commun parle-t-on?
nous voyons déjà ce monumental, c'est le cas de le dire, édifice au cœur de Paris, au cœur de la cité. C'est déjà quelque chose que nous n'avons pas en commun, ce gigantisme. Hein. Il faudrait être comme Gargantua, que Rabelais décrit au chapitre 17 de Gargantua, être de semblables dimensions pour très prosaïquement, et ce n'est pas ce qu'on demanderait de toute façon à des guides, se servir de telles tours comme tabouret, le temps de déclocher les cloches, honneur rendu peut-être par anticipation à notre artiste campanaire, pour les accrocher un peu trivialement, mais le son était plaisant, au cou de sa jument. Nous ne sommes pas proportionnés, mais c'est valable aussi pour tous ceux qui voient, qui par ce qu'ils voient ne sont pas pour autant le géant Gargantua. Donc je reprends communier, quelle mise en commun? À la beauté du monument, comment appréhender quelque chose d'aussi monumental? Communier à son sens. A-t-il exactement le même sens? Et à son langage. S'agit-il du même langage quand ce langage peut être perçu, non pas par cette image omniprésente, comme le déplorait M. Sellier avant moi, mais peut être perçu du bout des doigts, que ce soit pour un langage propre, quand il est maîtrisé par des personnes qui ne voient plus ou ne voient plus suffisamment bien, je parle du braille, mais tout un langage tactile. Alors bien sûr, c'est plus facile de faire le tour, je vous ai dit que je ferai quelques excursions avec vous, de faire le tour tactilement, de procéder à une exploration tactile d'une magnifique console d'applique dans le 7e arrondissement, à l'hôtel de Béhague, à l'ambassade de Roumanie, qui est en train de découvrir tactilement un ami totalement aveugle et qui est donc, vous voyez, accroupi, qui peut se mettre à hauteur, qui peut agrandir l'écart entre ses bras, découvrir manuellement, dans une position stable et plaisante, cette console d'applique, parfois même en prenant quelques risques, ce qui pourrait avoir les apparences d'un gigantesque bénitier, n'en est rien. On est toujours à l'hôtel de Béhague avec cette vaste fresque de plus d'1 mètre de diamètre, surmontée du visage d'une divinité marine et qui est en train de découvrir cette même personne coutumière de mes visites et qui, vous voyez, a les mains posées sur le nez, qui tient à peine dans la paume d'une main pour ces découvertes-là. Mais c'est encore autre chose quand il s'agit de faire découvrir ce qui n'est pas visible, que ce soit la flèche. Bon, je la montre là avec ses 100 mètres de hauteur. J'attends que la prochaine flèche, très bientôt, s'élance ainsi vers le ciel. Comment évoquer la rosace sud que vous voyez ici, ou la rosace occidentale? Que dire de la galerie des rois, quand bien même il serait plus proche d'une échelle humaine, mais hors de portée des mains? Et faut-il pour autant renoncer à en parler? Bien sûr que non. Bien sûr que non, qu'il ne faut pas renoncer à en parler. Je me suis permis de mettre une vue de cet élève aveugle en voyage qui s'essaye à l'escalade de ce mur. Est-ce que c'est un mur infranchissable? Quelle prise pour se confronter à un tel monument? J'ai regretté le mot de confronter, je vous fais part de mon regret. C'est plutôt quelle voie d'accès trouver au monument, plutôt qu'une confrontation proprement dite. Et sur la vue suivante, ce même élève profite d'un soutien, de conseil. Quel guide, quel soutien, quel conseil, quelle protection? Regardez ce gros matelas qui se trouve sous ses pieds en cas de chute depuis le mètre 50, l'altitude à laquelle l'élève culmine pour l'instant. Quel guide, quel soutien, quel conseil pour approcher, tenter de prendre la mesure de la cathédrale? Alors déjà que ça n'est pas simple, se déplacer dès qu'on est avec un groupe constitué de quelques jeunes élèves, alors là, dans les très plaisants jardins de l'Alcazar de Séville, avec ce groupe de moins d'une dizaine de personnes, mais presque autant d'accompagnateurs, en tout cas pour ceux qui ne voient pas du tout,
Alors c'est sans conséquence, on ne sera pas bousculé par les bosquets de buis ou d'autres végétations. On peut marcher à son aise, vous vous doutez bien de la difficulté. Alors déjà, quand on est une personne seule ou avec son accompagnateur, ce qui est évidemment le plus souvent le cas, et quand on est en groupe et qu'il y a toute cette rumeur stressante, qu'on n'a pas ces points de repère, que certaines personnes déficientes visuelles apprécient de se représenter en claquant des doigts pour voir quel écho. Amusez-vous à claquer des doigts dans Notre-Dame de Paris, à émettre quelques sons. Vous voyez déjà qu'on prend une certaine place. Ce n'est pas une manière de critique dans ma bouche, c'est un constat. Et cette place-là, il faut parfois se la frayer, ou ça n'est pas si facile. Et vous voyez le danger aussi sur ce tableau que vous reconnaîtrez sans doute de Bruegel l'Ancien, la parabole des aveugles, où il s'agit de savoir à la suite de quel guide on se place pour comprendre, pour connaître. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Encore faut-il que la personne ne soit pas aussi aveugle, au sens métaphorique cette fois-ci, que ceux ou celles qu'il a à guider. Alors encore une vue, ce sera la dernière. Après, nous nous concentrerons sur Notre-Dame de cet élève qui fait confiance à une collègue sur ce tandem. Vous voyez avec à la fois quelle est la part d'effort et de participation à l'activité, à la découverte de celui qui doit lui aussi donner son coup de pédale à l'arrière, et puis cette confiance de celui qui est emmené dans ce parcours. Là encore, c'est une manière imagée d'approcher le cœur de mon propos. Pourquoi avoir sur cette nouvelle vue, qui présente deux fois la façade occidentale de Notre-Dame de Paris, l'une au fond du parvis, puis l'autre un peu sur le côté sud, alors que la première suffirait, puisque la seconde est seulement enlaidie par ce bus Open Tour à la couleur verte que je n'aurais pas choisi si on m'avait demandé mon avis, ce qu'on a bien fait de ne pas faire. Tout simplement parce que ça nous dit quelques conseils pour pouvoir parler sur le seuil de la cathédrale. On a parlé avant moi de l'importance du parvis, du monument dans lequel nous allons entrer. Ce bus, ça peut être un moyen très concret d'évoquer la longueur, plutôt la largeur de l'édifice, de dire voilà, on pourrait placer tant de bus. Pourquoi? Parce qu'une personne aveugle, il lui est arrivé de longer un bus, de passer par la porte avant, la porte arrière, de devoir passer depuis le conducteur jusqu'au fond s'il y reste quelques places. Voilà peut-être qui est plus précis, ce qui n'empêche pas, pour les amateurs de chiffres et qui ont une bonne représentation de ce à quoi ils correspondent, de donner des dimensions. Mais vous voyez que devant la cathédrale, quand il n'y a pas foule, il est rare que ça arrive, mais sait-on jamais, et qu'on a le temps. Je reviendrai sur cette importance du temps, puisque tout prend plus de temps quand on a cette déficience ou privation sensorielle, en tout cas sur le plan de la locomotion et du déplacement. Souvent, avec les groupes de personnes que je menais et que je mènerai bientôt à nouveau à Notre-Dame, le fait de pouvoir, quand la foule n'est pas là, passer d'une extrémité à l'autre en tâchant d'étalonner son pas, en marquant des arrêts quand ils sont au niveau des contreforts qui séparent les trois portails, ce sont aussi des indications. Quand vous prenez le métro, du bout du pied, vous avez ces repères que l'on dit avec un mot technique qu'on aime bien, et pas forcément avec la boule en chose de poule, des repères podotactiles, c'est-à-dire ces petites bosses qui sont autant de repères sous les pieds. Vous savez qu'il ne faut pas avancer davantage pour ne pas chuter. À Notre-Dame, il y a des pierres qui sont des pierres qui viennent de carrières différentes, qui sont de dimensions différentes, qui saillent de façon différente pour délimiter le plan au sol des églises qui ont précédé à cet endroit-là notre cathédrale du XIIe siècle de Notre-Dame de Paris. Voilà qui est quelque chose que l'on peut découvrir aussi du bout des pieds. C'est sans doute parlant de dire qu'un immeuble de 5 étages d'un immeuble contemporain correspond à la hauteur du portail du jugement dernier. Je ne vais pas multiplier les exemples à l'infini, mais voilà qui est plus parlant, bien souvent,
qu'une succession de chiffres, ou de dire que si on mettait 4 adultes les uns sur les épaules des autres, eh bien, on atteindrait seulement le linteau d'un des portails. Vous comprenez que tout est affaire d'échelle, et je vous montre ici des médaillons. Alors les médaillons du XIIIe siècle, et puis des médaillons qui peut-être nous touchent moins, parce qu'on voit moins le passage du temps, et on se dit effectivement que ces sculptures sont beaucoup plus récentes, mais si c'est moins touchant pour celui qui voit, c'est plus aisé à toucher pour celui qui ne voit pas. Et vous voyez tout l'intérêt de pouvoir gravir aussi, je parlais d'échelle, les échelons de la bonne philosophie, ou de savoir quel livre de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, le fermer et ouvrir, pour avoir la tête, non pas dans des cheveux épars d'une femme décoiffée, qui serait coiffée à la Marie-Madeleine, comme les personnes aveugles se disent, tiens, voilà une femme décoiffée, ou un homme décoiffé, mais qui est bien la tête pénétrée des choses de Dieu et des nuées célestes. Et puis vous voyez que la hauteur, de part et d'autre du trumeau du portail central, permet, quand l'autorisation a été demandée et obtenue, et avec quelques précautions, de toucher ces médaillons, alors qu'on ne peut pas toucher, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, ni même embrasser du regard, les un peu plus de 33 mètres de hauteur des voûtes, pour prendre cet exemple-là. Mais il n'empêche qu'on aura beau toucher, qu'on aura beau évoquer, qu'on aura beau toucher, et à l'intérieur, mais glisser ses doigts derrière telle colonne en délit, et cette alternance de colonnes simples et de colonnes en délit, chercher à voir où s'arrêtent les délimitations d'une pierre sur une beaucoup plus grande hauteur pour ces colonnettes en délit que pour les autres pierres. Il n'empêche que l'attente est de pouvoir toucher. Et ce sens du toucher, le toucher, c'est le seul sens de contact. Et on ne peut pas toucher on ne peut pas toucher quelque chose sans se rendre compte qu'on le touche, et il y a forcément un contact qui s'opère, et on aspire à ce contact. Alors, Bruno Cellier a dit, peut-être que je prononce mal son nom de famille, mais enfin mon prédécesseur a dit tout à l'heure qu'il fallait être un petit peu homme de théâtre. Il a dit aussi, il faut que je tienne les deux, que les machines, la durée du spectacle était déterminée par le chargement des batteries. Les vôtres commencent à être singulièrement vidés. J'enfile un instant des gants qui ne seront pas seulement des gants de magicien. Avant, ou en tout cas, je tente de le faire, ce qui montre les limites de mes talents de magicien. Voilà. Alors j'ai pris les gants d'un magicien qui n'avait pas le même nombre de doigts que moi. C'était peut-être la raison de son succès. Alors si je les mets, ce n'est pas seulement pour faire perdre un peu plus de temps, mais c'est parce que le magicien peut sortir de son chapeau, tout ça pour ça, une petite cathédrale. Voilà, j'ai pensé au chapeau quand monsieur a parlé du magicien et de la mise en scène. Voilà cette petite cathédrale toute simple que j'ai en main. Ce sont celles qu'on achète pour quelques euros dans n'importe quelle boutique de souvenirs. Avant, c'est pour ça que je voulais la montrer avant cette photo, mais peu importe, sur le parvis, à condition qu'on puisse s'asseoir, que l'on soit bien placé. Bien placé, ça peut être parfois face à la tour sud, surtout si on a cet instrument extrêmement simple qui s'appelle une montre, et qu'on s'avise que dans 3 minutes, des cloches vont sonner. La ville est bourdonnante de partout, sauf de ses églises, bien souvent. Alors là encore, on peut se situer. On sait qu'on n'est pas de côté. Quand on entend la cloche sonner, c'est une affaire d'emploi du temps, si on a cette chance-là, ou si on n'avait pas prévu de s'arrêter quand la cloche sonne, de demander au groupe de se tourner vers la direction, de leur indiquer qu'on est face à tel clocher. Face à ce clocher-là, si on est assis, une petite miniature comme cela, métallique de Notre-Dame de Paris, qui fait une quinzaine de centimètres de long, une dizaine de centimètres de haut, est déjà très précieuse pour se repérer. Ça ne va pas de soi, que la flèche, je vais garder le présent bien évidemment, est à la verticale de la croisée du transept. Combien imagine que la flèche sortirait à la verticale entre les deux tours de la façade occidentale. On peut faire le tour, on peut percevoir la forme cruciforme du toit, même si le plan au sol ne l'est plus et n'a plus de transept apparent. Comprendre que les tours
sont des tours clochers, mais ne sont pas pointues pour l'une des flèches, comme à Chartres par exemple. Et voilà déjà ce que l'on peut découvrir. Mais bien sûr que cette maquette, dont j'ignore, mais espère qu'elle existe toujours, ou que sinon une remplaçante plus grande, plus belle, plus solide, eh bien, sera là d'ici décembre 2024. Eh bien, une telle maquette est le clou du spectacle. Celle-ci, elle se trouve en dessous de la sacristie. Je mets mes gants, pas seulement pour sortir du chapeau cette église. Je la mets parce que c'est un moyen très simple, ces petits sous-gants en soie qui ne coûtent pas une fortune, le genre d'article que l'on achète pour glisser sous ses dents avant de partir au ski. Eh bien, il faut que ce moment de découverte soit un plaisir. Et puis, tout le monde n'aspire pas à toucher. Donc, ceux qui le souhaitent, ça rassure parfois. Bon, les gants en latex ne sont pas toujours très confortables, on y transpire beaucoup, cette solution est souvent bonne. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de toucher le gisant Matifas de Bussy, on verra une photo où, et là encore, j'insiste sur l'importance d'avoir ces autorisations, surtout avec des personnes aveugles. La pierre tombale du chanoine Hiver de tels gants sont très précieux et enlèvent un certain nombre de gênes, tant il peut y avoir une appréhension à la préhension et au toucher, de se blesser, de se salir ou qui peut être culturel. Alors vous voyez qu'on peut faire ainsi le tour de cette cathédrale que l'on pensait inembrassable, que l'on peut être plus haut que la flèche, que l'on peut être plusieurs à la découvrir. Alors elle n'aura jamais la beauté de cette belle maquette en plâtre de Galuzzo de Villepin de 1843 qui se trouve à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine juste avant le début des travaux de restauration de Viollet-le-Duc et Lassus. Bien sûr qu'elle n'est pas aussi belle que cette merveille de maquette en plâtre également démontable, mais on n'en attend pas autant. Ce qui est heureux, c'est de pouvoir comme cela découvrir et demander, quand on se pique la main, ce que c'est qu'un pinacle et quelles sont ses parties saillantes. Après tout, nous n'avons jamais touché de gargouilles. Nous les voyons, elles ne sont pas très bien définies. En revanche, sont très bien définies, à défaut d'être très solides, celles qui sont tombées prématurément et qu'on pouvait toucher dans le dépôt lapidaire au chevet de Notre-Dame de Paris. Qui d'autre a touché les gargouilles, fussent-elles du XIXe siècle, et mis la main à l'intérieur? Vous voyez, faire le tour comme cela de l'édifice pour une représentation générale. Quand le tour est fait, repéré, étage à étage. Et on voit ici ces mains qui semblent frapper à la porte du portail du jugement dernier. Et on montre à l'étage supérieur la rosace occidentale qui nous semblait à jamais inatteignable. Voilà que les questions se posent. Et quelle est cette forme circulaire qui se trouve comme cela au centre de cette façade? Et voilà que même les parties les plus hautes peuvent être découvertes. La collaboration, le compagnonnage sur cette route de découverte d'un aveugle et d'une personne qui voit, un familier ou quelqu'un qui est un petit peu exercé à la chose, évidemment, permet une telle découverte et il serait tout à fait déraisonnable et peu pratique d'être plus que 5 ou 6 personnes aveugles avec les accompagnateurs pour ce genre de visite. Et voilà qu'on en est déjà au sommet. Vous voyez des deux tours de la façade occidentale, donc, avec ce jeune homme qui les atteint ainsi aisément. Il fut un temps où cette maquette n'attirait guère les regards, ce n'était pas le but, puisqu'elle était à côté de 2 maquettes remarquables dans la chapelle Saint-Marcel. Seulement l'une était sous vide, ce qui n'est pas, enfin sous vide, sous glace ou plexiglas, et l'autre était cette admirable maquette du chantier de construction de Notre-Dame. Alors celle-ci, toute simple, toute humble, avait ma préférence évidemment pour ce genre de découverte. Là encore, peut-être y aura-t-il une réflexion à mener si une telle maquette est à nouveau à disposition de savoir quel est le lieu propice à l'intérieur de l'église, si toutefois cela est possible, ou dans une salle à part. Je reviens un instant à cette porte, il est temps d'y entrer. J'irai plus rapidement pour donner quelques éléments d'approche sensibles. Alors là, nous sommes à côté du gisant de Matifas de Bussy. Vous voyez, l'occasion de parler de la symbolique de ce lion aux yeux fermés, et enfin de ce lion plutôt au pied du père évêque, avec ces sculpteurs médiévaux
eh bien, qui avait observé que les petits de la lionne, quand elle a mis bas, mettent 3 jours avant d'ouvrir les yeux, ce qui permettait d'évoquer les jours passés au tombeau avant la résurrection et cette espérance dans la vie éternelle. Mais bien évidemment, il y a des supports techniques. Je voudrais quand même en parler. Alors avant d'arriver à l'emplacement où sont ces jeunes, je me suis avisé à ce que le départ se fasse vraiment le dos à la porte sous le tympan du jugement dernier, mais évidemment dans le narthex, de façon à ce qu'on ait une représentation claire. Alors il y a bien sûr les rubalises ou les rubans, mais là encore, discrètement, en ayant prévenu, si on peut conserver cet axe principal, eh bien c'est quand même préférable. Je vous lirai en toute fin, et la fin est imminente, de mon propos en tout cas, un petit texte qui sera plus condensé sur une manière suggérée. Évidemment, on ne va pas demander à tous les adultes de le faire, mais quand il y a des jeunes personnes aveugles ou malvoyantes qui sont désireuses de se représenter les lieux par rapport à leur propre corps. Mais là, vous avez un support qui a été dessiné au feutre sur une feuille recouverte d'un film plastique, et les dessins de feutre passés dans un four spécial se mettent à gonfler. Ce thermogonflage est bien pratique, avec quelques indications élémentaires de braille. Certains préfèrent avoir le plan avant de commencer la déambulation, d'autres préfèrent s'y retrouver après et avoir le bonheur de dire « je crois que j'étais là ». Certains sont complètement perdus, comme certains d'entre nous, le sont devant un plan. Mais c'est aussi un moyen de se repérer, de refaire l'itinéraire. Voici une des deux, plus de deux, mais en tout cas un des deux rois représentés pour le vœu de Louis XIII par Guillaume Coustou au début du XVIIIe siècle. Là encore, et à condition de ne pas gêner toute liturgie, de ne pas être un point de mire dérangeant, d'avoir prévenu, d'avoir obtenu l'autorisation avec un jeune public, prendre la pose du roi, mettre un genou à terre, faire ce geste. Voilà qui est parlant dans l'incarnation d'une telle visite. Il est trop pour qu'on puisse toucher autre chose que le coussin sur lequel il est agenouillé, mais le geste prend tout son sens. Nous allons sortir de cet art dont je ne trancherai pas la question de savoir s'il est sacré, quoique là ça ne fasse guère de doute, puisque quand je suis également à l'extérieur avec un groupe d'aveugles ou de malvoyants, les fontaines Wallace permettent encore plus facilement, après qu'on les a touchés, de reprendre la forme de sa visée, que le genou de tel cariatide est le genou gauche qui est avancé quand sa voisine a le genou droit. Un rappel des cariatides, des rectéiones de l'acropole. Bref, il y a souvent un moyen comme cela de reprendre une posture, d'incarner ce que l'on souhaite faire comprendre. Alors peut-être y aura-t-il, en décembre 2024, ce genre de support, celui-ci, je ne sais plus si c'est en Espagne ou en Italie que je l'avais photographié, mais peut-être en dehors de la cathédrale, peut-être dans un lieu à l'intérieur de la cathédrale, un tel support serait-il opportun pour avoir un point de repère? Il existe bien souvent, on en a de même dimension au Jardin du Luxembourg, ailleurs. Bref, voilà des supports extrêmement pratiques et accessibles à tous ceux qui en ont besoin pour se repérer. Plus compliqué, bien évidemment, pour ce portail Sainte-Anne que vous avez ici, de pouvoir s'élever jusqu'à lui. Là, la précision des mots, la description est utile. On peut imaginer aussi qu'un jour, une maquette en soit réalisée. J'ai été beaucoup trop long, c'est trop tard pour revenir en arrière, et j'aggrave mon cas un instant, mais ce sera condensé, puisque je vais lire un extrait d'un petit article que j'avais écrit pour l'excellente revue de CASA. Voilà, CASA Info, c'était il y a une dizaine d'années, excusez-moi à la régie pour les oreilles. Très rapidement, pour l'importance des mots, et que ce soit aussi un plaisir de l'oreille, que notre propos soit une légende dorée, digne d'être lue, pas du tout, parce que ce seraient des fantaisies très approximatives. À propos de la découverte de la maquette, toucher pour connaître, c'est aussi à l'accompagneur de pétrir et modeler la chair des mots
pour une visite guidée de la maquette, voire de prendre en main ce visiteur pour cette promenade d'un nouveau genre, avec des jeunes gens ou des adultes peu rompus à l'exercice ou au contraire familiers de cette mise en ordre, propice à une juste représentation mentale, mais dans tous les cas désireux de toucher, car il faut que la visite reste un plaisir, on privilégiera une exploration structurée, progressive et bimanuelle, le corps placé pile en face de ce que l'on touche, bras et mains se déplaçant symétriquement, par mouvements englobants et concentriques, pour saisir la forme générale de l'église, suivre ses grandes lignes. Sitôt l'emplacement et la structure générale de la façade occidentale identifiée, parcourue et intégrée comme point de repère, on fera ainsi un premier tour complet de l'édifice, en quête de ses éléments structurels, nef, transept, chevet, horizontalement, différents niveaux de l'élévation, verticalement. Un second tour permettra de disposer dans un cadre établi un terrain connu, ou qui commence à l'être, des détails, entre guillemets, à l'échelle du mastodonte qu'est Notre-Dame de Paris. Elle ne m'en voudra pas, je pense, de l'appeler ainsi. C'est-à-dire ces détails que sont roses, gargouilles, arc-boutants, fenêtres hautes, oculi, contreforts, culées, pinacle, pied droit, galerie. Et là, on risque d'avoir déjà perdu tout le monde avec des mots assommants. Là aussi, il faut que ça corresponde à une attente, à un plaisir, à des explications ou à un silence à la place de cette liste-là, selon les personnes intéressées ou non. Les questions des visiteurs. Dans quoi mes doigts s'étaient-ils enfoncés? Les profondeurs d'un portail ou l'espace entre deux arcs-boutants? Pourquoi ce détour tandis que je longe la façade? Ah, c'est donc ça un contrefort? Etc. Je ne prolonge pas la lecture. Les autres sens, Louis, j'en ai parlé pour les cloches, mais c'est valable. S'il y a l'orgue, eh bien, notre faible organe ne nous permet pas de rivaliser. Donc autant écouter l'orgue. Et c'est l'occasion après d'en dire un mot. Pareil, s'il y a une répétition de la maîtrise et l'occasion d'évoquer les liens entre Notre-Dame de Paris et le chant grégorien. On s'approche des bougies dans une chapelle latérale et la chaleur des cierges permet d'évoquer à la fois des piétés populaires, mais aussi les différents saints patrons, entre guillemets, les corporations et ce qui s'y tenait. On s'approche de moi, c'est pour me débrancher. Ma batterie est coupée, est finie, et il y a 60 000 aveugles en France approximativement, 145 000 malvoyants profonds, 14 millions de visiteurs, ça c'était avant. Eh bien, la réouverture, on sera encore beaucoup plus nombreux. Peut-être y a-t-il une place à penser à trouver pour les déficients visuels.